Condoléances et compassion du gouvernement et de la nation aux 57 jeunes migrants du naufrage d'avril dernier en Méditerranée. Le ministre des Maliens de l'extérieur se rend à Aourou, dans le cercle de Caille dont ils étaient originaires. C'est bien parti pour le Hajj 2015. Le ministre du Culte et des Affaires religieuses lance la campagne et le gouvernement s'engage à assurer de meilleures conditions pour les futurs pèlerins. Mardi 16 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après Johannesburg en Afrique du Sud, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé cet après-midi même à Harare, au Zimbabwe. C'est pour une visite d'État de 48 heures. Visite qui va permettre de renfermer davantage la coopération entre le Mali et le Zimbabwe. À son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue zimbabwéen, Robert Mugabe. Voyons le film de cette cérémonie riche en couleurs avec nos envoyés spéciaux à Harare, Sidiki Dambélé et Dembawan. L'aéroport international de Harare au Zimbabwe dans ces grands jours pour accueillir un invité de marque. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient pour une visite d'État de 48 heures. À son arrivée, tous les honneurs dus à son rang. Il est accueilli au bas de la passerelle et sur tapis rouge par son homologue zimbabwéen Robert Mugabe, visiblement très ému. Accolades, salve de 21 coups de canon, et l'hymne national du Mali. Le président Ibeka est ensuite invité seul à inspecter la garde d'honneur avant de retourner sur les dais pour suivre l'hymne national du Zimbabwe. Ensuite, suivront les salutations des personnalités, à commencer par les deux vice-présidents zimbabwéens, les ministres, les chefs militaires. Enfin, un bain de foule de deux présidents sous le son ambiant des troupes folkloriques. Après quoi, Mugabe et Keïta prennent place à bord de cette Mercedes limousine, direction les Rainbow Towers Hotels où réside la délégation malienne. Ce mardi soir, le président zimbabwéen offre un banquet d'État à son homologue, banquet avec au menu hymnes nationaux, prières, dîner et échange de toasts. Avant Harare, le président de la République était à Johannesburg où il a pris part à la 25e session de la conférence de l'Union africaine. Le président de la République a pris part aux travaux de la commission paix et sécurité de l'Union africaine, tribune qui lui a permis de faire le point de la situation sécuritaire de notre pays. Il a aussi parlé de la signature de l'accord de paix du 20 juin prochain par des groupes qui n'étaient pas présents le 15 mai dernier. La commission a félicité le Mali, l'encourage et va toujours l'accompagner dans son processus de paix. Le sommet de l'Union africaine se termine sur de bonnes notes. Selon le président de la République, il est au micro de nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Adama Kamara. Je remercie le président Zuma et toute son équipe et le peuple sud-africain pour l'accueil qu'on nous a été réservé. C'est rituel, mais c'est vrai. Nous avons eu un très bon accueil et on a fait un bon séjour. Nous avons également eu une très bonne session du sommet de l'Union africaine. Chacun sait quelles étaient nos préoccupations à nous, Maliens, en venant ici. C'était de faire en sorte que l'Union africaine soit dans la même ligne que la CEDEAO, à savoir réaffirmer la pleine souveraineté du Mali sur son territoire, affirmer l'intégrité territoriale du Mali, son inviolabilité, le caractère laïque de l'État malien et républicain également de notre État. Tout cela a été dit de la plus belle des façons. Il a été également dit avec force et reconduit
que les seuls éléments susceptibles d'être en armes sur le territoire malien sont les forces armées maliennes. Et les forces également amies qui ont été commises au plan international pour aider à stabiliser le Mali, à savoir la MINUSMA et la force Barkhane pour la lutte antiterroriste. Ce sont les seuls éléments qui peuvent être en armes sur notre territoire, avec notre accord. Tout le reste serait illicite et illégitime. En même temps, nous avons reconduit ce que l'Union africaine, la CEDEAO avait dit, à savoir que dorénavant, les cités maliennes ne doivent être occupées qu'avec l'accord du gouvernement malien. Il y a des éléments qui ont été stipulés dans l'accord de paix. Ces éléments-là seront respectés pour le temps où ils devront l'être. Pour le reste, nous verrons par la suite. Enfin, je pense que l'accord de paix du Mali a reçu un soutien massif de la part de nos États membres, de nos États frères, toute l'Afrique est avec nous dans cette affaire-là, un soutien absolu, résolu pour aujourd'hui et pour demain, pour accompagner le processus de développement qui sera consécutif à l'accord de paix. Donc je pense que c'est un sommet pour nous très très agréable. Au plan interafricain, la coopération entre nos pays sera sûrement renforcée. Nous avons souhaité également que notre organisation soit plus efficace, plus efficiente. Vous avez vu, on nous a raillé les jours qui ont précédé le sommet. Ils vont encore se réunir pour une grande messe. Il n'en sortira rien du tout. Je pense que cela a assez duré. Il est temps maintenant que, du point de vue de la méthode et de l'organisation, nous fassions en sorte que nos sommets soient des sommets peut-être moins longs, mais plus efficaces, plus utiles et plus porteurs. Chacun des intervenants en a eu le souci. Et les critiques vives ont été émises. Je vois que j'assiste à ce sommet, c'est le 1e sommet auquel je participe. Il n'y a pas eu la langue de bois. Les choses ont été dites comme elles doivent l'être. Et je crois que nous sommes dit beaucoup de vérité. Il en sortira, j'espère, le meilleur pour l'Afrique. Et ce sera aussi bien. Ici, à Bamako, lancement du pèlerinage 2015. Le ministre du Culte et des Affaires religieuses a lancé ce matin le Hajj 2015. Cette année, le gouvernement, on le rappelle, a décidé d'abaisser le coût du Hajj pour la filière gouvernementale. Et pour la filière privée, les agences de voyage, le coût est de 2 800 000 francs CFA. La marraine de la cérémonie était Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Notre reporter, c'était Sira Bachili. Cette lecture du Saint-Coran donne le ton du Hajj 2015, une campagne ouverte donc au secteur public et privé chargée de permettre aux musulmans d'accomplir ce 5e pilier de l'islam dans les conditions normales. Pour la filière gouvernementale, le coût est de 2 500 000 francs CFA et 2 800 000 francs CFA pour la filière privée. Et ce sont 148 agences qui vont coopérer avec la filière gouvernementale. Nous, agences de voyage, nous tenons compte d'abord du quota à nous alloué par le ministère des Affaires religieuses et du Culte. Nous faisons le dispatching de ce quota et après seulement nous nous organisons par rapport d'abord à l'autorisation d'organiser le Hajj, avec laquelle autorisation nous nous rendons en Arabie Saoudite pour faire différentes réservations. Le Royaume d'Arabie Saoudite qui reçoit les pèlerins a décidé de moderniser le Hajj. Il a pris certaines mesures. L'ouverture de comptes bancaires en Arabie Saoudite pour tous les organisateurs en vue d'effectuer des paiements électroniques pour tous les services du Hajj. L'enregistrement et la répartition des pèlerins dans les chambres en vue de l'obtention des stickers pour le visa. Pour que cette mesure soit effective, il faut au préalable finaliser les inscriptions des pèlerins au moins 1 mois avant le départ. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, marraine de cette cérémonie, a rappelé l'importance du Hajj pour les musulmans. Son organisation reste donc un défi qu'il faut relever. Chaque année, ce défi vient avec son lot d'exigences, de problèmes à surmonter et parfois d'incompréhension entre les structures concernées, qui dénotent de toute l'importance que revêt le Hajj pour l'ensemble des parties prenantes. Nous pouvons nous satisfaire de cet engagement, partagé à condition qu'il soit le socle même
d'une meilleure organisation au bénéfice des pèlerins. Le ministre du culte, des affaires religieuses, coordinateur principal du Hajj, a lui fait cas des innovations de son département pour la réussite du Hajj 2015. Je vous le dis, je n'aime pas la langue de bois. Il faudrait qu'on fasse un casting qui nous permettra de savoir quelles sont les bonnes et les vraies agences, afin qu'on sorte du fictif ou du virtuel. Alors donc il y a cet aspect, mais au-delà de ça, vous avez vu les différentes baisses de coûts au niveau de l'État, au niveau des privés, et je crois que tout cela, et puis 2 mois de lancement à l'avance de la campagne qui permettent d'augurer et quand même que nous irons à pas de colombe, mais sûrement restructurer ce secteur. C'est donc le point de départ des préparatifs d'une activité à laquelle s'adonnent 80% des agences de voyage au Mali. Il faudra donc une synergie d'action entre secteur public et privé pour pallier d'éventuelles difficultés. D'ici là, Sira Bachili, la commission d'observation de la Lune est à pied d'œuvre pour nous dire quel jour va effectivement démarrer le Ramadan. En tout cas, en France, la communauté musulmane de France va débuter le Ramadan jeudi prochain. Le ministre de l'économie numérique, de la communication, porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Meiga, a eu une matinée très chargée. Il a visité ce matin les émetteurs du Point G et ceux de la route de Kati. L'objectif de cette série de visites était de se rendre compte de la présence effective de matériel audiovisuel dans ces centres émetteurs pour le basculement effectif de l'analogique au numérique. Au cours de ces visites, le ministre était accompagné par le directeur général de l'ERTM et plusieurs ingénieurs des centres émetteurs. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. En matière de télévision, le 17 juin 2015 est la date butoir fixée pour le basculement de l'analogique vers le numérique, un changement qui améliore qualitativement les images des télévisions africaines. En visitant le centre émetteur du Point G et celui situé route de Kati, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a voulu se rassurer sur l'effectivité de la possibilité du basculement de l'analogique au numérique. À la station terraine de l'ERTM, le multiplex qui est généré là-bas est monté sur le satellite sur la bande de BS2 et cela est accessible à toutes les populations à travers une petite parabole et un récepteur adapté. Donc le multiplex est aussi transporté au centre émetteur du Kati où il est diffusé sur l'émetteur numérique DVB-T2 MP4 comme le stipule les normes de l'UEMOA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Bamako et environ, tous les Maliens peuvent, s'ils se branchent sur l'émetteur de DVB-T2, recevoir les programmes de l'ERTM, c'est-à-dire le multiplex composé de TM2 et de l'ERTM notamment. Et ensuite, pour le reste du pays, c'est diffusé de la même manière sur le satellite. Si demain, l'analogique s'éteignait, nos populations doivent se rassurer qu'elles ne seront pas dans le noir, qu'elles ne seront pas sans signal TV. Les installations que le ministre vient de visiter permettent aujourd'hui de diffuser nos programmes en numérique et des programmes que la population peut recevoir en terrestre pour une réception terrestre à Bamako ici et pour le reste du pays une réception satellitaire. Le Mali, notre pays, pour sa part, a déjà techniquement cette capacité. Il reste des apports financiers pour rendre effectif le rendez-vous vers le tout numérique. En comparant les deux qualités d'image, la différence est nette. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication s'en félicite. Ces équipements ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. Mais il était important pour nous d'aller visiter afin de donner l'assurance au nom du gouvernement aux populations du Mali que le 17 juin, ils ne tomberont pas dans le noir. Les écrans ne vont pas être noirs. Les dispositions idoines sont prises pour que les zones couvertes par la transition numérique à partir des équipements que l'ORTM a puissent continuer à donner des images de bonne qualité. Le reste du pays va continuer à recevoir en bande KU avec les téléviseurs analogiques et nous mettrons le temps à profit qui est prévu dans les relations avec l'UIT pour résoudre définitivement, le Premier ministre a déjà trouvé un début de solution, résoudre définitivement la problématique du financement de la transition numérique d'environ 46 milliards.
Et une fois que cette question est résolue, et s'il plaît à Dieu, elle sera résolue, il y a des tests législatifs et réglementaires qui doivent être pris pour une transformation de l'ORTM. Notre objectif, c'est que dans le courant de l'année 2016, nous puissions régler définitivement la question de la transition numérique en République du Mali. La station terrienne du Point G, construite en 2011 pour abriter les instruments techniques, a coûté 1 milliard de francs CFA. Située à environ 36 000 km, les satellites reçoivent et renvoient les images qui parcourent ainsi 72 000 km pour être finalement reçues sur notre téléviseur. Restons avec le même sujet pour dire que pour le basculement de l'analogique au numérique, le Mali s'est engagé afin d'améliorer les qualités des images de la télévision nationale ou toute autre chaîne recevable sur le territoire national. Là-dessus, le ministre porte-parole du gouvernement. Pour trouver la solution à cette question, un conseil de cabinet lui fut spécialement consacré le 16 mars 2015. C'est à l'issue des travaux de ce conseil que les voies et moyens pour mobiliser les ressources financières nécessaires ont été identifiés. Par conséquent, à la veille du 17 juin 2015, la transition est effectivement en cours, comme l'atteste la plateforme numérique terrestre de Bamako, fonctionnelle depuis quelques mois. Aujourd'hui, il est possible aux ménages d'accéder au bouquet de l'ORTM, télévision nationale plus TM2, soit un poste de télévision disposant des normes DVB-T2 et MPEG-4, soit au moins d'un décodeur TNT pour Bamako et environ. Partout, sur l'ensemble du territoire national, il est possible de recevoir le bouquet de l'ORTM grâce à un récepteur satellitaire muni d'une petite parabole. Comme cela se constate, compte tenu du problème de financement déjà évoqué et qui à ce jour a trouvé un début de solution, la transition ne pourrait s'achever à la date prévue. Pour cette raison, le ministère chargé de la communication assure les usagers de l'audiovisuel du maintien de l'analogique. Il s'engage à poursuivre et à parachever la transition numérique dans les meilleurs délais. Le Mali est engagé à réussir le basculement de l'analogique au numérique. Donc l'intégralité de cette déclaration du gouvernement, lui ici par le ministre porte-parole du gouvernement, Shogel Kokalamega, après ce journal. Autre ministre en déplacement, visite de terrain pour le ministre des Maliens de l'extérieur, Dr Abdrahmane Silla était à Aourou, dans le cercle de Caille, pour présenter les condoléances du gouvernement et de la nation tout entière aux familles des 57 jeunes morts noyés en Méditerranée dans le naufrage des bateaux. C'était en avril dernier. Aourou est une zone fortement concernée par l'immigration. Le récit de nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko, Abdrahmane Dokatraoré. C'est bien l'hostilité du milieu de vie et les perspectives incertaines qui conduisent les jeunes de la contrée de Guirimacan à la migration et surtout à celle irrégulière. Souvent au prix de leur vie, ont indiqué les populations des communes de Djilibou, Karakoro et Sahel. La migration irrégulière n'est pas le choix de Guirimacan. Mais lorsque vous vivez dans une zone pluviométrique rare et désenclavée, ayant comme activité principale l'agriculture, l'élevage comme la nôtre, on peut naturellement imaginer la suite. Nous sommes dans une zone qui doit être désenclavée, créer des activités, des revenus, des centres de formation professionnelle, la maçonnerie, la menuiserie, bois et en métallique, et aussi des mini-barrages pour le retour d'eau de surface pour l'agriculture, de maraîchage et de l'élevage. Le drame survenu en mer Méditerranée dans la nuit du 18 au 19 avril dernier, 800 migrants ont péri. Malheureusement, les communes du Guirimacan ont perdu 57 jeunes.
Rien ne justifie ce désastre, a estimé le ministre des Maliens de l'Extérieur, venu présenter les condoléances et la compassion du gouvernement et du Mali entier aux populations meurtries par le naufrage. Le gouvernement a déjà adopté sa politique nationale de migration qui entrevoit, entre autres, vraiment d'investir suffisamment dans les zones de départ de la migration. Donc il s'agit d'identifier des projets majeurs, des projets qui sont réalisés par le gouvernement et qui permettront aux jeunes vraiment d'accéder au travail, d'accéder vraiment à des revenus sur place et pour pouvoir garantir leur avenir. Le ministre a manifesté la solidarité du gouvernement aux familles endeuillées en leur octroyant 5 tonnes de riz et 1 tonne de sucre à la mosquée de Aourou. Des prières et la lecture du Saint-Coran ont été faites en la mémoire des disparus. Le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau et de la conférence des présidents, l'ensemble des députés et le personnel parlementaire ont suivi avec beaucoup de fierté le brillant parcours de nos juniors à la Coupe du monde de leur catégorie qui se déroule présentement en Nouvelle-Zélande. Ce parcours élogieux à plus d'un titre honore l'ensemble de notre pays et le continent africain. Nos juniors ont montré au monde entier par leur esprit d'équipe qu'ils appartiennent à une nation digne et fière. Le bureau de l'Assemblée nationale souhaite bonne chance aux juniors pour la victoire finale. Au Lionceau du Sénégal, autre représentant africain, le bureau de l'Assemblée leur souhaite bonne chance pour le reste de la compétition. Une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son président, Dr Boulkassoum Haïdara, a pris part du 11 au 12 juin dernier à Rabat au Maroc à l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie. La délégation malienne, je vous le disais donc, était conduite par le président du Conseil économique et social. Le thème de la dite Assemblée générale a porté sur la responsabilité sociétale des entreprises. Plusieurs autres sous-thèmes ont été traités. Et c'est le président du Conseil économique, social et environnemental du Mali, du Maroc, qui a été désigné nouveau président. En marge des travaux, le président du Conseil économique, social et culturel du Mali et le président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc ont signé un protocole de coopération dans le cadre du renforcement des relations entre les deux institutions. Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions a pris part à Genève à la 104e session de la conférence internationale du travail. Au cours de cette rencontre, Madame Diarra Rakitala a fait le point de la situation de sortie de crise de notre pays et des efforts déployés par le gouvernement dans la promotion de la justice sociétale. Elle est au micro de Mamourou Ould Mamounou. S'agissant du rapport du directeur général du BIT, dont nous partageons pour l'essentiel les constats et les conclusions, je voudrais tout d'abord saluer les efforts déployés par le Bureau pour amener les États membres de l'OIT à mettre le travail décent au cœur de leurs programmes et projets de développement. Cette approche reste l'alternative qui s'offre à tous les États pour construire véritablement l'avenir des peuples à travers la mise en œuvre des politiques plus intégrées et susceptibles de créer des emplois de qualité et de combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le gouvernement du Mali envisage très bientôt de signer avec le BIT un programme pays de promotion du travail décent sur la période 2015-2017 qui sera axé sur la promotion de l'emploi décent pour les jeunes filles et garçons en vue d'un développement durable au Mali, le renforcement et l'extension de la protection sociale, en particulier pour les populations affectées par la crise, la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique favorable à la relance durable du Mali. Notre pays organisera très bientôt une conférence de haut niveau sur la protection sociale en vue de dresser un état des lieux exhaustif et de bâtir des stratégies idoines pour une meilleure couverture de toutes les couches sociales. Le taux très élevé des travailleurs et des populations non couverts par les systèmes de sécurité sociale interpelle les États à mettre en place des politiques publiques en vue d'une couverture maladie universelle ou couverture sanitaire universelle. Un accent particulier doit être mis sur la protection sociale des travailleurs du secteur informel et des travailleurs ruraux.
Madame Diarra Rakitala du haut de la tribune des Nations Unies lors de la 104e session de la conférence internationale du travail. Demain, 17 juin 2015, va être le début des épreuves du baccalauréat malien. Pour cette session, ce sont 13 110 candidats répartis dans 268 centres d'examen qui vont compétir. Pour en savoir un peu plus, écoutons le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Il est au micro de Inaba. Pour cette session, toutes les localités sont concernées, de Caille jusqu'à Gao, excepté Kidal, qui n'a pas présenté de centre d'examen, comme vous le savez déjà, à cause de cette situation. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup d'élèves de Kidal qui se sont déplacés pour aller composer, pour aller faire les cours dans d'autres secteurs. La preuve est qu'au niveau du centre de Menaka, nous avons déjà 16 candidats de Kidal qui sont enregistrés. Il y en a d'autres qui sont répartis à travers les centres du pays. Nous avons 131 016 candidats et répartis entre 268 centres d'examen. Dieu merci, les enfants, ils ont pris conscience, ils ont vu que seul le travail personnel paye. Il ne faut pas se leurrer, tu peux bénéficier de coups de pouce aujourd'hui, mais demain ça va te rattraper. Et c'est les compétences qui vont départager les gens. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, on tend vers le bac unique au niveau de la sous-région. Et s'il n'y a pas de compétences, c'est les autres qui viendront nous gérer. Et nous prions le bon Dieu pour que les gens, nos enfants, prennent conscience et qu'ils redoublent d'efforts afin d'être parmi les excellents. Ils seront donc 131 016 candidats à compétir pour le baccalauréat à partir de demain. Bonne chance donc aux candidats. Après Kaye et Koulikoro, c'est la région de Sikasso qui accueille la caravane pour la paix. Plusieurs jeunes volontaires ont tenu à accompagner l'initiative du gouvernement. Envoyés spéciaux Mamourou Sidibé et Abdrahman Meiga. La cité du Kénédougou a accueilli la caravane pour la paix avec tous les honneurs. Ici, le Conseil régional de la jeunesse a fait sien cet événement. Cette chaleur festive a continué jusque plus tard dans la nuit avec un concert géant animé par plusieurs artistes. Un documentaire sur Kidal a rassuré les Sikassois de l'indivisibilité du Mali. Tôt le matin, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et les missions de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ont été les principaux thèmes débattus au gouvernorat de la 3e région. Avant de s'étendre sur le contenu de l'accord, le premier conférencier a d'abord attiré l'attention de tous sur les défis qui nous attendent. C'est d'abord le défi lié à l'implication des populations du Mali dans toutes ses composantes. Le deuxième défi, c'est qu'il faut que les Maliens accompagnent les autorités à réussir les réformes prévues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Le troisième défi reste que les Maliens, le gouvernement du Mali, les médiateurs, la communauté internationale, tous doivent faire de sorte que cet accord pour la paix et la réconciliation soit transformé en opportunité pour aller vers une émergence de l'économie nationale. De l'avis des populations, les questions et réponses sont de nature à favoriser une meilleure compréhension de l'accord, bien qu'il soit transcrit dans nos langues nationales. Des gens qui ont pris part à l'accord ont expliqué les motivations de certaines décisions et de certaines concessions que l'État a eu à faire, mais que le commun des mortels ne maîtrise pas. Mais avec les éclaircissements apportés par ceux-là même qui ont pris part aux discussions, beaucoup de gens aujourd'hui voient l'accord sous un nouvel angle. Auparavant, une conférence similaire a été organisée à Bougouni. Dans la capitale du Bani Mounouché, satisfaction a été donnée aux questions jugées récurrentes. Que ce soit le conseil régional, que ce soit le problème de l'Azawad, que ce soit la réintégration, que ce soit les zones de développement et les agents de développement. On a fait toutes ces différences. Et aujourd'hui, la population est en train de bien s'imprégner autour de l'accord. Et le plus important pour nous, c'est l'adhésion totale de la population malienne autour de cet accord-là.
En fin de débat, les communicateurs traditionnels de Bougouni se sont engagés pour une large diffusion de l'accord dans les cercles. Partout où la caravane est passée, le parrain a invité les participants d'être des relais pour faciliter la mise en œuvre de cet accord. Le bureau exécutif de l'Association pour le développement du cercle de Yorosso a animé une conférence débat, c'était à la Cité des enfants, autour de l'accord de paix et de réconciliation signé ici à Bamako le 15 mai dernier. Des images de Imofri Sanou avec la voix de Moussa Fane. Il a fallu 5 heures d'horloge aux conférenciers pour expliquer de long en large le document de l'accord et réagir aux interventions du public croisement acquis à la cause. La mise en œuvre de cet accord nécessite l'appropriation et la participation responsable et sans réserve de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. En organisant cette rencontre, c'est la recherche de la paix. Pour les élus du cercle, l'initiative du bureau de l'association est on ne peut plus salutaire. Ça permet de nous mettre au même niveau d'information, surtout les responsables des ressources. Le conférencier du jour, Baba Berté, dira que la démarche de l'association est une grande première à soutenir. C'est un accord pour le Mali tout entier et c'est l'accord du peuple malien. L'initiative qui a été prise par les ressortissants de Yorosso, je pense qu'elle mérite d'être saluée parce qu'il s'agit de s'approprier un document qui est encore méconnu. Beaucoup en parlent, beaucoup le critiquent, mais sans l'avoir lu. Parce que c'est un accord qui est important et qui est un pas déjà vers la paix, vers la stabilité, vers la sécurité collective. Baba Berté a axé son propos autour des deux grands points du document, à savoir le processus ayant conduit à l'accord et le contenu de l'accord. La coalition des jeunes pour le Mali, COJEM, a tenu dimanche dernier au Centre international de conférence de Bamako une assemblée générale d'information. Au menu de cette activité qui a mobilisé du monde, nous dit notre reporter, des discussions sur les activités déjà réalisées, des témoignages, mais surtout des messages forts pour la promotion de la paix et de plaidoyer en faveur de la problématique de l'emploi jeune. Mohamed Ould Mamouni. Le Centre international de conférence de Bamako a refusé du monde pour l'Assemblée générale d'information de la coalition des jeunes pour le Mali. Cette activité se veut un cadre de partage d'informations sur les activités réalisées au cours de l'année 2014 et de celles en cours. La projection d'un film dans ce sens et surtout une série de témoignages ont meublé cet événement. Le président de la COJEM attire l'attention des autorités sur la problématique de l'emploi des jeunes au Mali. Ça a été un pic d'ailleurs dans mon discours, interpeller les autorités à faire beaucoup plus d'efforts. Nous sommes conscients que des efforts sont en train d'être faits. Des efforts louables d'ailleurs que nous saluons, mais les jeunes demeurent encore en grande partie dans la précarité. Donc nous devons faire en sorte que les initiatives se multiplient, les efforts se multiplient pour arracher notre jeunesse à la misère et à la précarité. Parce que quand on voit tous ces jeunes qui se jettent sur des embarcations de fortune et tentent au risque de leur vie, au péril de leur vie de rejoindre l'Europe, c'est tout simplement parce que à la maison, ça ne va pas, j'allais dire tout simplement. Mais s'il y a certainement des opportunités d'emploi, ces jeunes préféreront rester ici auprès des siens. Cette Assemblée générale de la COJEM répond aussi à une préoccupation. Il s'agit de la culture d'une paix durable et aussi des actions en faveur de la réconciliation nationale. Tout ce que nous recherchons aujourd'hui pour les jeunes, tout ce que nous recherchons aujourd'hui pour les femmes, le bien-être tout simplement, le développement que nous recherchons pour notre pays. Ce développement n'est pas possible sans un pays stable, sans la paix tout simplement. Et donc aujourd'hui on a un processus de paix qui est engagé et qui est en très bonne voie dans notre pays. Tous mes amis, tous les clubs doivent s'engager à soutenir effectivement ce processus-là. À l'issue de cette Assemblée générale d'information, les responsables de la COJEM ont promis de s'investir afin d'élargir leurs activités à l'intérieur du pays. La commune rurale de Boura, dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, vient d'initier dans le village de Tassiga une rencontre intercommunautaire. Le but était non seulement de soutenir le processus de paix en cours, mais aussi de mettre un frein à l'insécurité, au vol de bétail et au braquage dans la zone. Boubacar Bablé Touré. Cette rencontre intercommunautaire dans le village de Tassiga, commune rurale du Bourad, cercle d'Ansongo, visait un double objectif, celui de créer l'entente et la cohésion sociale entre les communautés et d'asseoir un mécanisme de lutte contre l'insécurité résiduelle qui sévit dans la commune. Cette insécurité liée au vol de bétail, au braquage et j'en passe
Des actions qui pourront mettre en cause dans la zone le processus de paix tant prôné par les plus hautes autorités du pays. Les communautés à la base doivent prôner la paix et la cohésion sociale et dénonçant tous les malfaiteurs qui sont parmi nous. Nous ne devons pas accepter de couvrir des bandits qui nuisent à notre développement. Nous devons faire preuve d'une grande maturité et d'une profonde détermination pour circonscrire la haine entre nous et nous donner la main pour le retour d'une paix durable. Pour lutter contre ce phénomène dans la commune, les communautés recommandent un nombre important de comportements. 1. Rétablir l'ordre et la quiétude sociale. 2. Renforcer l'autorité des chefs traditionnels, des leaders communautaires et religieux pour leur permettre de mieux s'assumer et résoudre les problèmes en s'investissant davantage dans les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion de conflits. Souhaite l'application des tests dans la gestion des différends entre citoyens. Plus jamais l'implication des milices dans l'arrestation des citoyens. Recommande une forte implication de l'État et l'interpelle à faire face à ses obligations, notamment la protection des personnes et de leurs biens. Le contexte s'impose comme une nécessité dans tout le Mali. Les régions du Nord en général et en particulier le cercle d'Ansongo, où les populations viennent d'être encore meurtries à travers les derniers événements à Tinahama et Tessit. Auparavant, une marche de soutien a été initiée par les communautés de la commune en faveur du document de paix signé par le Mali et ses alliés. Une manière pour cette communauté de montrer son adhésion aux 10 accords qui ne visent qu'un seul objectif, la paix au Mali. Présent à Bamako dans le cadre de la 13e Assemblée générale des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC vient d'offrir un important lot à la pouponnière de Bamako-Koura et cette action purement humanitaire a été appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires, nous dit Beidi Kone. Des vivres, des médicaments, des couches, des détergents, plus une enveloppe symbolique de 3 millions de francs CFA constituent le don offert par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à la pouponnière de Bamako-Koura. Le tout pour 8 millions de francs CFA. L'objectif est de venir en aide à la pouponnière pour son bon fonctionnement. Nous avons donc décidé de choisir une pouponnière, notamment celle-ci, pour venir apporter notre petite contribution et pour qu'on puisse assurer le bon fonctionnement et s'occuper des enfants qui sont gardés dans cette pouponnière. Nous avons vu de nos yeux comment cette maison est entretenue et si on devrait revenir au Mali, nous allons revenir, nous n'hésitons pas à revenir ici pour soutenir. Nous avons vu tout ce qui se fait au profit des enfants et cette maison a besoin d'être soutenue. Cet appui qui vient renforcer la capacité du centre est apprécié à sa juste valeur par ses responsables. Des médicaments, des vivres et une somme d'argent pour l'appui à la prise en charge de ces enfants-là. Moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Ce sont des enfants, mais demain, c'est l'avenir du Mali, c'est l'avenir de l'Afrique. Donc, je partage le même point de vue et je les remercie. Ce don de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO dans notre pays est un signe d'amitié et de solidarité. Il constitue aussi un pas décisif dans le cadre du renforcement de l'intégration sous-régionale et régionale. La Fontaine de la Vie, une nouvelle invention au service des populations dans leur lutte contre les maladies liées à l'eau. Cette nouvelle technologie a été présentée à la presse le week-end dernier et à la faveur d'une conférence de presse. Ba Traoré avec la voix de Nouroum Sissoko. Il s'agit d'une pompe à eau ultra-filtrante dont la diffusion à grande échelle va aider à réduire les maladies liées à l'eau. La Fontaine de Vie est une pompe à eau ultra-filtrante qui a la particularité d'être totalement mécanique, c'est-à-dire d'utiliser absolument aucun produit chimique et de débarrasser l'eau de 100% des bactéries, des virus et de tout ce qui peut rendre malade, de tout ce qui crée les maladies hybrides. C'est la seule machine qui n'utilise pas de produits chimiques. La FENASCOM estime que l'anticipation est la meilleure manière de lutter contre les maladies liées à l'eau. L'installation des fontaines de la vie dans les centres de santé communautaires peut aider à protéger les populations dans ce sens. Pour le cas des enfants surtout, nous avons constaté que les quelques raisons fondamentales qui occasionnent exactement la mortalité à ce niveau
c'est le paludisme, la nutrition, les maladies liées à l'eau, etc. Nous nous sommes rendus compte que si nous, au lieu d'aller exactement aux aspects curatifs, essayons de prendre en compte exactement à l'amont. Nous avons essayé de cibler le partenaire Oxia Mali, qui, quand on a regardé un peu ses actions, nous nous sommes dit exactement c'est un partenaire avec qui on peut aller dans la prévention, notamment des maladies liées à l'eau. Les deux partenaires s'apprêtent à expliquer le bien fondé de leur projet aux autorités et partenaires à travers un atelier qu'ils entendent organiser les prochains jours. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat dont le nom suit à se présenter au siège de l'organe demain mercredi 17 juin pour l'enregistrement de son message de campagne. 9h RPM, Madame Jacqueline Marie Nana Togola. Le sens du débat panafricain, la question était au centre d'une conférence de presse et les initiateurs ont expliqué aux hommes de médias la vision de ce débat qui réunira dans les prochains jours ici à Bamako de jeunes étudiants sénégalais et maliens. Reportage Béli Koné. Il s'agit pour cette rencontre d'expliquer aux hommes de presse la vision du nouveau projet de débat dénommé Débat panafricain. Ce débat initié par l'Association pour la conscience citoyenne, l'association Agir et le RTM met en compétition les jeunes étudiants sénégalo-maliens sur divers thèmes. Une initiative qui appuie la jeunesse africaine dans le cadre de la promotion de l'excellence. Le thème retenu pour sa première production est la Fédération sénégalo-malienne a-t-elle été profitable pour les deux pays? Mettre ces deux pays qui ont déjà commencé ce genre de débat pour permettre à l'élite africaine de se dévoiler à travers ces jeunes, ces deux nations qui seront donc les pilotes pour donc permettre à l'Afrique tout entière de pouvoir donc nous suivre. Ce projet donc est assurément soutenu par la première dame malienne, Madame Keïta, qui aussi a demandé à la première dame sénégalaise de nous accompagner et à travers ces deux premières dames, nous allons donc pouvoir donc enrôler toutes les premières dames d'Afrique et faire de ce projet un projet phare en Afrique. C'est pour montrer à la face du monde qu'au Mali, au Sénégal, en Afrique en général, que nous avons de la valeur sûre. Cette compétition qui permet à la jeunesse africaine à se démarquer est d'une importance capitale. Aujourd'hui, on veut apporter notre réponse. Une réponse vraiment basée sur des thèmes qui se posent aujourd'hui avec acuité. C'est le moment de montrer à tout le monde que l'Afrique aussi, ce sont des jeunes qui prennent en main le développement de leur nation. On s'est dit, pourquoi ne pas poser déjà les jalons du grand débat panafricain? La première production du débat panafricain se tient du 29 juillet au 4 août 2015 à Bamako. Lancement de la campagne agricole 2015-2016 dans la zone de l'office du périmètre irrigué de Baguineda. Cette année, l'office fixe comme objectif la réalisation de 19 000 tonnes de céréales sèches, dont 13 000 en riz. Daouda Koné, compte rendu. La campagne agricole 2015-2016 intervient dans un contexte marqué par la volonté des plus hautes autorités du pays de faire de l'agriculture le levier de la croissance économique. L'objectif de production recherché pour cette campagne agricole est de produire 19 017 tonnes de céréales, dont 13 808 tonnes de riz paddy, 4 841 tonnes de maïs et 368 tonnes de mil et sorgho. Cette campagne 2015-2016 au niveau de l'office de Baguineda va démarrer dans un contexte particulier. D'abord avec la validation du calendrier consensuel agricole qu'on a fait avec l'ensemble des partenaires. Ensuite, la mise à disposition des producteurs d'intrants de qualité et aussi de la semence certifiée qui est disponible au niveau du périmètre. L'appel qu'on a lancé aux producteurs, à nos partenaires, c'est l'application stricte du calendrier agricole, c'est la mise en route et le respect de la feuille de route qu'on est convenu d'appliquer. Le programme d'activité 2015-2016 de l'OPIP intègre à la fois les objectifs de la politique de développement agricole PDA, le programme national d'investissement dans le secteur agricole PENISA, la loi d'orientation agricole LOA, le plan de campagne agricole national, le plan national de gestion de la fertilité des sols et le cadre stratégique pour la réduction de la pauvreté.
En 5e région, le programme de compétitivité et de diversification agricole, PCDA, a procédé à l'inauguration du magasin de stockage d'échalotes à Doukombo dans le cercle de Banyagara pour un coût total de 180 millions de francs CFA cofinancé par le PCDA et le promoteur Drissa Nantoumé. Ce magasin, d'une capacité de 80 tonnes, a pour but de lever le goulot d'étranglement des producteurs d'échalotes. Aminata Touré depuis Morti. Ce joyau composé entre autres d'une salle de vente, un bureau d'administration, d'un centre de tri, du matériel composé de broyeuses, de découpeuses et des clés de séchage est une initiative de Drissa Nantoumé, un natif de la commune. L'objectif recherché, c'est de lever les goulots d'étranglement de la filière échalote-oignon. Donc ce goulot d'étranglement va être levé par ce magasin capable d'absorber les 70% des besoins de semences du cercle de Banyagara. Ce magasin de stockage d'échalotes permet de conserver l'échalote sur 9 mois avec un taux de perte de moins de 5% par an. Ce que je lance au milieu rural à des promoteurs cachés, comme dit ça, c'est de venir voir le PCDA et de demander des explications. Et je pense que si on multiplie un magasin de PME comme ça, c'est sûr et certain que le problème de la filière va beaucoup avancer. Je profite de cette occasion pour demander aux populations de Doukombo de faire un bon usage de cette infrastructure. En ce qui nous concerne, je puis vous assurer de tout notre soutien ainsi que celui de nos services techniques pour l'atteinte des objectifs fixés. La coupure du ruban, la visite des locaux et la découverte du panneau ont mis fin à la cérémonie. Nous progressons, nous venons en 4e région. Le projet nutrition a été lancé à Odombougou dans la commune de Konobougou. Ce projet vise à lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants et femmes enceintes ou allaitantes à partir d'une alimentation basée sur nos produits locaux accessibles aux populations rurales. Compte rendu, Fousseni Samake. Le projet nutrition ainsi lancé à Wandobougou dans la commune rurale de Konobougou, cercle de Baroueli, vise à lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes allaitantes ou enceintes. Cette démystification de la malnutrition se fera à travers des causeries éducatives, des dépistages et des prises en charge des malades par les relais et les comités villageois de santé CVS formés. Ces actions devront orienter les populations vers une alimentation basée sur les produits locaux disponibles et accessibles. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer à réduire la mortalité des enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes allaitantes liées à la malnutrition. Donc le potentiel existant, il s'agit d'améliorer ce potentiel existant-là et de faire en sorte que les communautés puissent comprendre que rien qu'à partir de ces produits locaux, on peut vraiment vaincre cette malnutrition. Le projet nutrition est financé par la Croix-Rouge malienne et ses partenaires Croix-Rouge belge et UNICEF pour une durée de 12 mois. Maintenons et sécurisons la nutrition comme une priorité à l'aide au développement de notre cercle et de notre région. La malnutrition constitue encore un problème de santé publique dans notre pays, dans notre région, dans notre cercle et dans notre commune. La mobilisation de toutes et de tous est plus que nécessaire. Autre temps fort de cette journée ont été des séances de démonstration culinaire et des sketchs sur la malnutrition aiguë. Le village de Finkolo Ganadougou en 3e région dispose désormais d'une centrale thermique hybride dotée de toutes les commodités requises. Coût de réalisation, plus de 390 millions de nos francs financés par l'ONG allemande Pain du Monde. Sikasso, le point avec Fatoumata Diallo. Ouf de soulagement pour les habitants de Finkolo Ganadougou qui avaient longtemps rêvé de l'électrification de leur localité. Et voilà que le rêve est devenu une réalité avec la coupure du ruban symbolique de la centrale thermique hybride. Avec cette centrale, nous sommes sûrs et certains que Finkolo Ganadougou s'y émera sur la voie du développement durable. Cette énergie contribuera sans doute à diversifier les sources de revenus des populations à travers les activités génératrices de revenus. Bâtie sur une superficie d'1 hectare, la centrale de Finkolo Ganadougou est dotée de toutes les commodités requises pour le bien-être des consommateurs. On a installé un panneau solaire
qui permet de récupérer l'énergie photovoltaïque et une centrale hybride thermique qui permet de combiner le groupe électrogène avec l'énergie du panneau solaire. Donc l'innovation se trouve au niveau où on a deux énergies qui sont différentes mais qu'on arrive à combiner pour satisfaire les villageois. La visite de certaines familles bénéficiaires a permis à l'assistance de constater de visu la nouvelle technologie au service de la population. Motif donc de satisfaction pour le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le coût total de ces installations s'élève à 391,75 millions de francs CFA. Elles permettront le raccordement de 500 abonnés sur le réseau avec une durée de service de départ de 14 heures par jour. Par ailleurs, le solaire photovoltaïque contribue pour plus de 75% dans la production d'énergie électrique à Fengolo, Ganadougou. La bâtisse qui fait la fierté des bénéficiaires a été conçue grâce au partenariat public-privé Malik Folk Center Nieta, Christian Aid, Lamader et l'ONG Access. Cela avec l'appui financier de l'ONG allemande Pain pour le Monde. Création d'une association sportive. Il s'agit de l'association des journalistes de sport du Mali, l'UGSMA, entend apporter sa touche au rayonnement de la presse sportive malienne. Le lancement des activités de l'association a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du sport malien et de notre reporter, évidemment, Aldjouma Tina. Nous ne serons être une association de trop, mais nous serons complémentaires. C'est la gouvernance dans la gestion de l'information pour la promotion du sport qui va changer. Ces propos, c'est pour rassurer d'entrée l'assistance. Désormais, le paysage de la presse sportive malienne enregistre la création d'une nouvelle association, à savoir l'UGSMA, l'Union des journalistes des sports du Mali. Elle se veut être une presse engagée pour la promotion des sports. Et déjà, l'UGSMA voit grande, puisque dirigé par des journalistes, photographes et caméramans à vertu du sport malien. Son programme est axé sur de nouvelles visions. C'est le management qui va changer. Il s'agira dans un premier temps et surtout de renforcer nos capacités à nous. La presse en général, en particulier la presse sportive, est un puissant instrument indispensable dans la consolidation de la paix, voire même la démocratie. C'est ainsi que les plus hautes autorités se félicitent du nouveau bébé pourvu qu'il puisse permettre au pays d'en tirer profit. L'UGSMA arrive à un moment crucial de l'évolution de notre pays, à un moment où nous devons renforcer notre démocratie et asseoir ses bases. Cette vitalité voulue repose sur les associations et toutes les organisations socio-professionnelles. Et l'UGSMA comptera dans cette palette. Je retiens un mot, la promotion du sport. Ça veut dire que vous allez au-delà de l'information. Ça veut dire que vous allez aider le ministère des Sports dans sa fonction. À travers ces lancements, il ne reste plus qu'à l'UGSMA de se mettre rapidement, très rapidement au travail, car le chrono tourne désormais pour elle. Le chrono tourne désormais pour elle. Les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 20 ans vont donc se jouer cette nuit même. Le Sénégal va jouer contre le Brésil. Ça sera à 4h du matin et le Mali rencontrera la Serbie à 7h30. Les deux matchs sont à suivre en direct sur cette même chaîne. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 10h, 13h. Aïssata Ibrahim Meiga. Bonne soirée à nos téléspectateurs de Ségou.